Eh bien, rebonjour sur le plateau de S3C, Paris 2015, la première édition de ce congrès relativement fleuve qu'on vient de vivre sur ces 3 jours, avec Olivier Seznec de Smart News. Olivier, bonjour. Bonjour. Donc, vous me parliez comme ça un petit peu en antenne que votre idée, votre réflexion, votre témoignage, ce que vous vouliez porter justement aujourd'hui, c'était sur cette disruption qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, tant sur le plan humain que technologique et sur la façon dont le temps change et dont les modes justement de réaction par rapport à ça et les usages changent. Exactement. Moi, je viens des technologies. Technologies de l'information. Il y a quelques lois fondamentales qui régissent le temps des technologies. Il y en a une qui s'appelle la loi de Moore. Oui. À peu près tous les 2 ans, on voit la densité des processeurs qui double. Globalement, tous les 2 ans, une nouvelle génération de produits électroniques apparaît qui supplante par le doublement des performances la précédente. Tous les 2 ans, on a des innovations. Et apparemment, d'ailleurs, la loi de Moore est complètement dépassée, puisque maintenant, on est réduit, je crois, à 18 mois ou quelque chose comme ça. C'est un peu plus accéléré, mais bon, restons sur ces 2 ans. À côté de ça, il y a d'autres lois, comme la loi de Metcalfe, la longue traîne, d'autres lois qui viennent un peu expliquer cette accélération de l'innovation amenée par cette technologie de l'information. Et puis, de l'autre côté, il y a le temps de la ville, le temps de l'homme. Le temps de l'homme, il faut 20 ans pour passer du bébé aux jeunes adultes. Quand on commence à travailler sur les infrastructures, un métro, 10 ans, 15 ans. Un tramway, c'est à peu près 8-10 ans aussi. Un bâtiment, à peu près 5 ans. Et donc, on a un vrai problème pour avoir ces technologies qui vont s'intégrer dans le cycle du temps de la ville et qui vont, alors qu'on va travailler sur un projet à la fois, eh bien, voir 3-4 générations, quatre générations de technologie. Comment faire pour être capable d'appréhender ces transformations liées à ce déphasage? Comment peut-on prédire? Il faut faire de la voyance, il faut faire quoi au juste? Il n'y a pas vraiment de prédiction, mais il y a juste une réflexion pour être capable d'accompagner cette évolutivité. Avoir une évolutivité, avoir un plan d'architecture qui permette de mettre à niveau au fur et à mesure. Donc il y a bien une méthodologie pour pouvoir au moins, même si on ne prévoit pas tout, avoir la souplesse, la flexibilité nécessaire pour pouvoir faire évoluer l'architecture au sens large du terme vers ce qu'elle devra ou pourra être au moment où on doit y arriver. On sait qu'il y a certains incontournables. Il faudra un peu d'énergie quelque part, parce que certains systèmes auront besoin d'énergie. Il faudra des systèmes de communication quelque part. Il faudra des systèmes de calcul. Donc il faut prévoir dans la ville ces systèmes. Ces incontournables. Voilà, ces incontournables. Il va falloir en mettre quelque part. Et puis après, il y a des bases de technologie. Avoir peut-être des systèmes ouverts, interopérables. Parce que on sait très bien que le fournisseur d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celui de demain. Tout à fait. L'histoire des technologies de l'information a montré un nombre de géants qui ont succombé. Au pied d'argile, oui, tout à fait. Au pied d'argile. Donc ça va continuer. Et l'histoire semble même s'accélérer en termes d'innovation et de génération remplaçante. Donc il y a vraiment un gros travail d'architecture et de préparation en amont pour assurer cette évolutivité. Et puis à côté de ça, il y a aussi un travail sur l'humain. Parce que tout ce qu'amène cette technologie dans la ville, c'est pas seulement jouer sur une petite amélioration incrémentale, c'est transformer, changer les règles du jeu. Quand on parle de smart grid, c'est à propos d'avoir massivement une génération d'énergie locale qui va être en phase avec les modes de consommation. Donc ça veut dire agir sur l'occupant. Il y a une vraie culturation des utilisateurs, des exploitants pour être capable d'être pertinent vis-à-vis de ces outils. Et ça, c'est un temps aussi particulier. Parce qu'il y a un temps d'adaptation, un temps de motivation et un temps d'adoption. Exactement. Quand on voit les transformations par la technologie, beaucoup de gens sont focalisés sur la technologie. Ils voient l'outil, ils voient le smartphone, ils voient le tableau de bord. Mais pour que ça fonctionne correctement, il faut d'abord travailler sur la gouvernance, sur l'organisation, définir les process. Et puis ensuite vient l'outil. Et ces éléments-là, ces temps sont longs et demandent aussi une appropriation particulière. C'est d'autant plus difficile que, alors que les technologies, il y a 10 ou 15 ans, étaient l'affaire des spécialistes, on allait voir le département informatique, ils savaient gérer, on leur donnait ce qu'il fallait, le budget, puis ils amenaient les applications. Maintenant, tout le monde est exploitant, tout le monde est partie prenante de ces transformations. Et c'est des gens qui n'ont pas nécessairement été formés, qui n'ont pas eu la culture.
Donc il y a un gros travail justement de définition de ces nouveaux métiers et d'accompagnement. C'est un peu ce qu'on fait chez SmartUse justement. Chez SmartUse, on définit des nouvelles méthodes d'éducation, d'acculturation. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, après le BIOD, amener votre propre appareil, on en est au BIOS, c'est-à-dire amener votre propre service, votre propre usage. Alors, vous avez exactement donné le thème, c'est le service. C'est que les technologies d'information ont évolué vers les modes de consommation à la demande, les XaaS, Software as a Service, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, donc ça c'est au niveau technique, mais cette façon de consommer à la demande commence maintenant à se diffuser sur les modes de consommation plus courantes. Dans le bâtiment, on commence à envisager le bâtiment de bureau qu'on va consommer à la demande, le Building as a Service. Donc on voit maintenant des métiers qui, parce que l'infrastructure applicative le permet, sont en train d'être totalement transformés, et c'est des modèles économiques aussi qui sont intéressants à regarder. Mais là, on voit l'impact sur les organisations. Et alors, comment justement aider ou conseiller les organisations à être plus résilientes? Alors, la résilience, ça c'est le thème de cette ville intelligente. Parce que finalement, l'objectif de la ville intelligente, c'est augmenter sa résilience. Tout à fait. Et la résilience, on va y travailler à la fois par la diversité. Si on regarde sur le vivant, on a des résiliences parce qu'on joue sur une biodiversité. Et bien dans les systèmes techniques, il va falloir travailler sur une biodiversité. Avoir différents types d'applications qui sont sur des bases relativement communes, interopérables, mais qui sont quand même un peu différentes. On va avoir des réseaux qui vont être complémentaires. Il n'est pas question d'avoir un réseau unique qui va tout faire, parce qu'on sait que le filaire devra se marier avec le sans-fil, et que dans le sans-fil, il y a différentes familles aussi. Voilà. Donc c'est de travailler sur une complémentarité, mais qui reste dans un point d'interopérabilité. L'interopérabilité est tout à fait clé dans ce contexte de résilience. Au-delà de ça, on en parle de plus en plus, de toute manière, d'ubiquitous computing et sensoring, enfin ce genre de choses. Cette généralisation qu'on est en train de nous mettre en place de ce que j'appelle moi le smart dust, donc la poussière intelligente, au sens très large du terme, pas au sens de ce qui a été fait par l'Université d'Édimbourg en matière justement de picocapteurs. Vous sentez ça évoluer comment? Parce que cet Internet des objets dont on nous bassine à l'heure actuelle, la chose qui est importante derrière, c'est de savoir que premièrement, on arrive là à saturation d'Internet à cause de ça, à moins de créer un réseau parallèle, un Internet des objets, avec des adresses IP ou autre chose qui soit différent de l'Internet des gens. Et en même temps que des passerelles soient mises en place. Alors l'Internet des objets pose des problèmes à deux niveaux. Il y en a un au niveau du réseau lui-même. Saturation. Voilà. Et le deuxième, c'est au niveau des données générées, comment on fait pour les... Alors, il y a de nouvelles architectures qui sont proposées pour faire du traitement distribué des données. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des données qui vont de l'objet jusqu'au centre informatique, jusqu'au data center, donc qui sont dans le cloud, dans un data center, eh bien, on va créer... des neurones intermédiaires. Exactement. Qui vont... Voilà. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du cloud. Maintenant, on parle aussi du fog computing. Tout à fait. Donc, le cloud, c'est la capacité de calcul fortement dense. Et puis le fog, c'est la capacité de calcul distribuée, disséminée, qui va permettre de faire du pré-traitement, du traitement local. Et globalement, si on regarde un petit peu un côté peut-être plus philosophique, on part de la donnée, qui n'a pas vraiment de valeur, avec le travail fait dans le fog, premier niveau d'agrégation à la périphérie, près des objets, on va commencer à créer de l'information, on contextualise. Après cette information, on va commencer à la ramener dans le cloud, et puis on va l'agréger pour faire de la connaissance. Tout à fait. Et puis ensuite, cette connaissance... On va faire de la pertinence. Voilà, on va la traiter sur des programmes plus long terme pour faire du prédictif et faire de la pertinence. Donc faire un peu de la sagesse. Donc un peu l'idée, c'est la chaîne de valeur, la donnée, l'information, la connaissance, et puis derrière la pertinence, la sagesse. C'est toute cette chaîne de valeur qui est en train de se mettre en œuvre. Donc il y a deux programmes ou deux voies parallèles qui se dessinent. Une voie sur l'infrastructure, le réseau qui doit être capable de supporter ce système-là, et puis une autre sur les applications. Parce qu'il faut recréer des nouvelles générations d'applications. Mais c'est très disruptif pour l'humain et pour les habitudes de l'humain, pour l'apprentissage de l'humain. Comment va-t-il supporter cette masse d'informations et de
de réflexes qu'il doit acquérir, de réflexes supplémentaires qu'il doit acquérir pour véritablement gérer au mieux tout cela? Alors, je pense que le système d'information dans la ville répond à deux besoins. Il y en a un qui est autour de la performance de la ville, où le citoyen n'est pas nécessairement directement partie prenante, c'est mieux gérer l'énergie, mieux gérer les déchets, mieux gérer l'eau, mieux gérer la santé. Réparer plus vite la voirie. Voilà, voilà. Donc cet aspect performance de la ville. C'est ce qui arrive. Voilà, c'est ce qui arrive, parce que sur certaines applications, il y a déjà des modèles économiques qui sont pertinents. Tout à fait. Et puis à côté de ça, la deuxième dimension, c'est le service aux citoyens. C'est l'administration en ligne, c'est la liaison avec cette administration, ça peut être l'éducation, la santé, les loisirs. Et là, par contre, on va avoir une interaction très forte. Et donc, ce n'est pas exactement les mêmes systèmes qu'on va interagir, ce n'est pas les mêmes applications, ce n'est pas les mêmes objectifs. Mais malgré tout, il y a des impacts croisés. Oui, mais dans un cas où il y a un côté de volontarisme, c'est-à-dire que si j'ai envie d'être en relation avec mon administration, c'est moi qui fais un peu la démarche. D'accord. Alors que dans l'autre cas, la performance, c'est plus de l'automatisme, des systèmes qui vont être un peu autonomes, où ça sera plus des professionnels qui derrière vont gérer les équipements. Donc on s'adresse un petit peu à différentes populations sur des outils différents suivant les informations à traiter. Mot de la fin, comment va-t-on vivre ça à votre avis dans les 5 prochaines années? On va le vivre très bien si on arrive à faire des technologies qui amènent un vrai service supplémentaire et qui facilitent la vie. Si c'est pour être submergé de règles, de contraintes, non. Donc il faut dépasser l'ergonomie pour aller vers la convivialité. Exactement. Et il faut aussi prévoir la gestion des exceptions. Il n'y a rien de plus horripilant d'un automatisme qu'on ne peut pas débrayer. Parce que l'humain n'est pas un automate. Et donc il faut laisser cette place à l'inattendu. La vie, c'est l'inattendu aussi. Et donc, laissons cette place à l'imprévu. Voilà. Merci Olivier. Je crois que vous avez une conférence là tout de suite. Merci beaucoup et à bientôt. À plus tard. Au revoir.